Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi c'est Raph, notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. T'inquiète. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, c'est un épisode un peu spécial, hors série, on peut dire, parce qu'on est en collaboration avec le Podcaston. Voilà, le Podcaston qui nous a proposé de mettre en avant une ONG, une association qui nous tient à cœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur le compte de Diploact avec Raphaël. Alors, en deux mots, le Podcaston, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi on a été invité à le faire? Ça a été créé par Jérémy Mani et Yves Dolnat. Donc Jérémy Mani qui a été notre premier invité sur la voie de l'entrepreneur et qu'on fait un coucou évidemment. Il est à Montréal en ce moment. Et c'est un entrepreneur à succès qui a fait énormément de choses et qui, sur la fin, en partant s'installer au Canada, s'est dit voilà, maintenant je veux plus faire de choses pour l'argent, je veux faire quelque chose de caritatif. Donc il a créé le Podcaston. Euh, et alors, le Podcaston, c'est le plus grand rassemblement caritatif de podcasteurs et de podcasteuses francophones. C'est quelque chose d'assez énorme. La première édition, elle a réuni plus de 300 podcasts l'année dernière. Cette année, on est plus de 450, dont La Voix de l'entrepreneur. Le but, c'est de consacrer un épisode à une association. Donc aujourd'hui, ça sera Diploact France, c'est une association qui évidemment nous tient à cœur. Et donc voilà, je vais laisser Raphaël se présenter parce qu'on ne te connaît pas forcément, Raphaël. On connaît Diploact, on connaît les posts, etc. Donc, on a évidemment envie de t'entendre. Et puis, tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est Diploact, pourquoi tu le fais, la petite histoire. Et puis évidemment, comme le but du podcast, c'est de mettre en avant l'association, tu nous diras évidemment comment est-ce qu'on peut aider voilà, la communauté LVDLE et la communauté Juste un petit Diploact. truc pour commencer, pour que les gens pour que ce soit plus clair pour les gens, il y a 2 Raphaël sur 3 personnes. Donc, Raphaël ne veut pas obligatoirement dire la même personne. Ouais, Que du coup, voilà, je me présente, c'est Raphaël Bécache, mais il y a aussi Raphaël Stanislas qui est avec nous, qui fait partie du coup, de la voix de l'entrepreneur. Donc pour éviter, Bien voilà, joué. d'avoir quelque chose qui peut paraître bizarre pour ceux qui nous écoutent. Du coup, pour me présenter, donc je m'appelle, comme j'ai dit, Raphaël Bécache, j'ai 25 ans. J'habite aujourd'hui en Israël, à Beersheba, même si là, j'y suis pas spécifiquement ce soir. Euh, je suis étudiant donc à l'université de Ben Gurion. Et voilà, et on a créé un petit groupe de 6 personnes au départ, Diploact France. Diploact France, ça reprend en fait Diploact, qui est une organisation qui a été créée en 2014 par des gens qui ont été à Gaza, qui ont été à bordure protectrice et qui ont vu la différence entre eux, ce qu'ils ont vécu, c'est leur réalité qu'ils voyaient quand ils étaient à Gaza et ce qui était retransmis dans les médias. Et en voyant cette différence, ils avaient envie euh, d'arriver et de dire, de montrer, pardon, les différences. Et pour ça, ils sont allés dans des campus aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud et encore dans d'autres. Et, euh, et voilà. Mais c'était pas présent en France. Et il y a 2 ans, avec un petit groupe, donc pour ceux qui connaissent, de Dental Ada, de Laura Benamou, Isaac Abessira, Anel Silbon, et aussi Léa Cohen-Zagouri qui aujourd'hui ne fait plus partie de Diploac, mais qui était avec nous au départ. On a dit que c'était très important d'aller en France, que c'était impossible que cette action soit seulement dans les pays anglophones et ne soit pas pour la troisième plus grosse communauté juive du monde. Et il y a 2 ans, on a fait donc notre première délégation qui s'est très bien passée. Et depuis, voilà, on continue avec délégation, avec des séminaires, avec les réseaux, notamment la page Instagram sur laquelle on est en ce moment. d'ailleurs, tu es en France là en ce moment, tu es là pour ça? C'est ça, en ce moment, je suis en France. J'étais là, voilà, pour présenter l'association à pas mal de groupes et comme ça, arriver finalement à faire nos activités parce que bah, nos activités, il faut aussi malgré tout les financer et arriver à les faire exister. Donc, en plus de l'organisation des activités en elles-mêmes, il faut les préparer en amont. Et là, effectivement, c'est, on va dire, une visite en amont pour pouvoir le faire. Dans la voie de l'entrepreneur, nous, ce qu'on adore faire, c'est ce qu'on fait en général dans tous nos épisodes, c'est comprendre le début. Donc ça veut dire, bon, nous, on a l'habitude en général que ce soit plus des entrepreneurs dans le monde du business, dans la tech, mais on aime bien savoir en fait d'où est venue l'idée. Bon, l'idée existait déjà, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés déjà? Comment est-ce que vous vous êtes arrivés déjà à penser à développer cette branche-là? On aime bien en fait. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, les débuts de comment ça s'est passé concrètement? Alors, ce qui est très marrant, c'est que Diploac donc existe déjà depuis un certain existait depuis 2014, mais encore une fois, n'était pas en France. Et la même année, on a été plusieurs à rejoindre la formation parce qu'ils forment
en fait, des étudiants dans différentes universités, à connaître mieux, comment parler d'Israël pour aller dans des délégations. Et la même année, moi, je commence à faire cette formation à Beersheva. Laura Benamou commence à faire la formation à Herzliya et Edental, commence à faire la formation à Jérusalem et on est tous les 3 avec une envie, sans se connaître évidemment, d'amener ça en France et en fait, Edental a poussé le plus et a réussi à nous rassembler. Donc les 3 qui faisaient la formation plus, du coup Isaac, Anaël et Léa qui étaient des amis d'Edental à Jérusalem qui, sont rentrés à fond avec nous pour faire ça et voilà, au début, c'était en vrai quelque chose, c'était un rêve qui avait l'air un peu, irréalisable. Même en diploc, c'était là: «Oui, mais la France, c'est très difficile». Ils étaient pas obligatoirement très intéressés parce qu'ils avaient ce manque de langue et ce manque de connexion. Mais nous, ayant de la famille, ayant vécu d'abord en France, ensuite ayant de la famille en France, ça nous tenait vraiment à cœur. Et du coup, voilà, tous les 6, on a commencé à travailler à fond, à essayer de convaincre déjà Diploac de nous aider à lancer cela. Et après, d'arriver à aller dans des universités et parler d'Israël, aller dans des communautés juives et voilà, et de rencontrer aussi d'autres associations. Il y avait notamment l'UEJF avec qui on travaille toujours beaucoup, qu'on avait, dû commencer à travailler à les joindre et à faire qu'ils nous connaissent et qu'ils soient intéressés, qu'on puisse travailler ensemble. Donc là, aujourd'hui, vous êtes 6 personnes, à Diploact France, du moins dans la branche Non, française? aujourd'hui on est plus. Aujourd'hui on est plus parce qu'aujourd'hui on a eu des nouvelles personnes chaque année. Aujourd'hui on est, entre 15 et 20, je sais pas dire exactement. De bénévoles, qui ont fait la formation, mais en plus, il faut dire qu'il y a aussi des bénévoles qui n'ont pas fait la formation. Il y a un groupe qui s'est fait, naturellement, qui est impressionnant, vraiment, ça m'a vraiment impressionné, notamment pour les réseaux. Une Ouais. quarantaine de personnes qui, n'ayant pas fait la formation, juste parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait, nous ont envoyé des messages en disant: «On veut aider, on veut faire, on veut rejoindre» et on a créé un groupe WhatsApp, qui est dédié, voilà, pour donner des idées de posts, pour donner des idées de ce qu'on peut faire et ça nous a beaucoup aidé Mmh. depuis le début de la guerre jusqu'à même, même jusqu'à maintenant à faire, voilà, tout ce qu'on voulait. Et c'est quoi cette Donc formation aujourd'hui exactement? C'est combien de temps? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Comment est-ce que déjà vous avez entendu parler de cette formation? mmh Hem, Alors, la formation, c'est une formation du coup dans les universités. Elle dure 1 an. C'est 1 an dans lequel il y a entre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, une conférence, sur un sujet qui a un rapport avec, Israël et la manière de défendre Israël dans le monde. Hem et du coup, on a pour rejoindre, c'est du bouche à oreille, c'est des messages sur WhatsApp, des groupes WhatsApp qui passent et l'association est plutôt connue quand même dans les campus israéliens. Et donc voilà, donc on fait cette formation pendant 1 an. Ça parle beaucoup d'histoire, beaucoup de se rappeler de la réalité parce qu'encore une fois, le meilleur argument pour, pour amener ce qu'on veut, pour amener un point de vue sioniste, c'est de parler de la réalité, parler des vraies choses. C'est pas pour rien que ça a été créé par des gens qui étaient à Gaza et qui voulaient parler de ce qu'ils ont fait. Il y a pas besoin d'inventer, il y a pas besoin de rajouter, c'est ça qui est plus simple, mais il y a besoin de connaître. Et du coup, voilà, on commence par des choses historiques, après un peu plus comment parler devant un public et voilà et savoir répondre aussi un peu aux questions plus difficiles. Ouais, c'est ça, c'est important de dire quand même que Diploact, c'est pas simplement une page Instagram, qui transmet des informations. Il y a des vraies racines derrière, ça a vraiment été créé par la réalité. Il y a beaucoup de pages qui font beaucoup de bon travail en ce moment, mais Diploact, ça a vraiment cet angle-là de dire, voilà, ça a été créé par des gens qui ont vu réellement ce qui s'est passé et qui veulent juste aujourd'hui transmettre. Donc, déjà, sur un point, Quand on vient en tant qu'Israélien déjà ça amène autre chose. Parce que directement ça amène qu'on on a notre réalité, donc quand on vient du ouais, c'est terrain, ça. ça facilite et ça permet d'avoir ces choses-là et justement c'est même ça qui est plus intéressant parce que quand on a vu certains étudiants, non juifs, ont plein de préjugés sur Israël, quand ils voient au final des gens qui leur ressemblent, qui ont vu les mêmes films, je me souviens d'une discussion qui avait commencé par d'abord des répliques de SS-117 parce qu'on était 2 très grands fans de SS-117 et après on a parlé du conflit. Mais du coup, quand on commence par des choses comme ça, par des blagues, par le fait qu'on voit qu'on a une vie qui est pas si différente que ça facilite après, la nuance parce que ça on voit qu'il y a des gens, au final, qui ne sont pas le diable comme ils pourraient l'imaginer, quoi. bien Ouais, sûr. c'est ça. Alors justement, en parlant des délégations, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment les premières fois où vous êtes arrivés sur les campus, ça a été qu'en France, c'est ça?
Alors c'était nous, c'est qu'en France, des plaques France, il y en a évidemment dans d'autres pays, mais c'est pas du coup des plaques France qui organisent. Mais, sur des plaques France, donc oui, c'est en France Ouais, non, et je vais dire, c'est pas que enfin, c'est pas francophone, ça va pas aller toucher la Belgique, la Suisse, enfin les autres pays francophones, c'est mmh, uniquement la France, c'est ça? pour l'instant, ouais, on aimerait bien aller en Belgique. En vrai, on aimerait bien le faire, mais pour l'instant, effectivement, c'est qu'en France et du coup, on va et dans les délégations, la journée, on va dans les universités. Où là, on va encore une fois à la rencontre d'étudiants, essayer de nuancer le débat. On a vu toutes sortes de choses et en fait, plus les délégations avançaient et plus on rencontrait de gens, de jeunes, étudiants juifs et plus on nous disait: «Mais on est des Français, on vit en France et on ne sait pas comment répondre aux questions auxquelles vous répondez et on aimerait savoir répondre à ce genre de questions. Est-ce que vous pourriez venir nous faire des conférences, nous expliquer comment parler et faire un peu ce type de formation que nous, on a reçu en Israël?» Parce que qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient, proches d'Israël ou pas proches d'Israël, dès qu'ils s'appellent Cohen, Lévy ou n'importe Ouais, quel nom qui est juif ou qu'ils disent qu'ils sont juifs, tu rentres dans une case tout de immédiatement suite. exactement, immédiatement, il se passe n'importe quoi en Israël. Là, avec le 7 octobre, évidemment, c'est fois 10 000, mais même avant le 7 octobre, il se passe n'importe quoi en Israël, ça leur tombe dessus. Ça leur tombe dessus, tout le monde leur pose des questions et ceux qui peuvent être plus violents ou plus agressifs, ça leur tombe aussi dessus et du coup, il y avait on a vu ce besoin d'amener ces outils en France et c'est pour ça que le soir des délégations, on va dans des centres communautaires, dans des assos, dans des mouvements de jeunesse, dans plein d'endroits différents, essayer voilà, de donner ces outils-là pour qu'ils puissent eux aussi, répondre à ce type d'arguments, qu'on peut voir sur les campus, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que par exemple, il y a plein de gens en fait qui ont justement bon, un nom qui fait assez juif, mais en fait qui ont enfin il y en a plein qui sont jamais venus en Israël en fait. Ils sont jamais venus en Oui, Israël et en je fait et quand on est dans une période assez, mouvementée et bah, automatiquement eux, ils sont rentrés dans une case, ils ont zéro répartie, ils peuvent pas en parler parce qu'ils ont jamais été en Israël, ils comprennent rien. À la limite, ils ont peut-être un oncle, un cousin qui y habite, mais à part ça, ils savent rien. Donc ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est assez intéressant, ouais. c'est ce qui est dommage et bon, ça vient d'aussi d'autres choses, c'est que de temps en temps, ils sont vus comme des ambassadeurs d'Israël et pas tout le monde a envie du tout et c'est normal. Personne n'est obligé, de l'être, et c'est pas parce que tu es juif que tu dois obligatoirement, être dans cette case-là et malheureusement, vraiment très malheureusement, c'est Mmh. aujourd'hui en France, c'est pas toujours le cas, quoi. Alors en parlant des délégations, tu disais, on a fait certaines délégations, au début, on voyait de tout et n'importe quoi. C'était quoi tout et n'importe quoi? C'est quoi les réactions un peu que vous ayez eues en faisant ces délégations-là? Alors, on a vraiment tout eu pour le coup. Donc on a eu 2 personnes, totalement, radicalisées avec un discours, radicalement anti-israélien qui viennent, qui sont à fond, en disant: «Voilà, Israël est un État, soi-disant colonial, État d'apartheid» et cetera. Il y a aussi une minorité qui est fan d'Israël. Il faut dire que la grande majorité, c'est pas un sujet qui les touche obligatoirement directement. C'est un sujet qu'ils entendent, c'est un sujet qu'ils ont appris au lycée. Mais en vrai, ils sont surtout intéressés à apprendre, d'autres choses. Donc la grande majorité, malgré tout, c'est un discours qui nous disent: «Bon, bah, vous savez quoi? Venez, dites-nous votre avis». Il faut dire que nous, on se présente en étant subjectif, on n'est pas objectif et on n'essaye pas d'être objectif. On dit qu'on est israélien, on dit qu'on est sioniste. Ça fait qu'il y a immédiatement, un parti pris et du Ouais. coup, au final, ils sont à l'écoute parce que notre génération, avec les réseaux sociaux, avec le surplus d'informations, on sait qu'il y a plein d'avis, on sait qu'il y a plein de fake news et ça nous donne envie d'avoir d'autres avis pour se faire, justement pour se faire notre propre avis et d'éviter d'avoir que le média mainstream. Donc quand ils voient des Israéliens, au final, ils sont majoritairement à l'écoute et après dans les plus radicaux, encore une fois, on a eu les attaques, habituelles, vous êtes des colonisateurs, vous êtes des racistes, vous êtes des tous les trucs comme ça et après c'est d'arriver à expliquer, à nuancer, à avancer aussi un argumentaire de pourquoi c'est important, d'abord d'avoir un État d'Israël, outre le fait de ses actions, pourquoi c'est important d'avoir un État juif et une fois qu'on arrive déjà à avoir ce point-là, on peut arriver au sujet d'après, en quoi les actions d'Israël ne sont pas toujours, les meilleures, hein. Israël, on n'est pas, je sais qu'une phrase que j'aime dire, c'est qu'on n'est pas la Russie de Poutine, on va pas faire croire que, tout va bien. Il y a de temps en temps des erreurs, mais il y a une légitimation, il y a une volonté qui est bonne et surtout, il y a un contexte, d'être entouré d'une personne qui ne veut pas, qu'Israël puisse exister, qui nous oblige à avoir des actions, des actions qui sont les nôtres et de temps en temps, il peut y avoir des erreurs, mais ça vient majoritairement malgré tout d'une volonté de paix
et d'une volonté simplement d'avoir un État pour le peuple juif comme tous les autres États. C'est la base au final de toutes les actions d'Israël. Encore une fois, même s'il peut y avoir des erreurs à temps à autre, mais c'est comme tous les pays au final. Ouais. Les campus dans lesquels vous avez été, c'était dans la région parisienne ou c'était un peu éparpillé dans la France? Alors, on a fait majoritairement la région parisienne, mais on a aussi été à Lyon, on a fait plusieurs universités à Lyon, on a été à Grenoble, on a été à Menton. Mmh. Et là, il y a un donc voilà, on a déjà fait quand même, d'autres endroits et il y a une volonté là de venir, en octobre, sûrement, dans le sud de la France, sûrement vers, Marseille-Nice. C'est pas final, c'est encore en diffusion, mais ça devrait être dans ces dans ces villes-là. Après majoritairement, ça a quand même été Paris, Paris et sa banlieue, du coup dans les dernières Ouais. délégations. Mais ça veut dire que vous arrivez sur les campus, en fait, et vous attendez qu'eux, ils sortent des classes, en fait, simplement, vous êtes dans la cour et vous attendez comme ça avec pas des pancartes, mais Des enfin, c'est que flyers, ça. ouais, juste pour qu'on se Ça mette va ça dans le dépendre. contexte, comment ça se passe, en fait, Ça va concrètement? dépendre. Il y a 2 types d'actions. Tu as ou les stands et les stands, c'est un peu ça. Les stands, on arrive, on met nos t-shirts, tant qu'on amène nos drapeaux de temps en temps, nous et on va à la rencontre des élèves. On voit un groupe de potes, on va les voir: «Salut, je m'appelle Raphaël, je suis étudiant israélien», et on essaie d'amorcer, C'est bien que les campus, ils autorisent déjà ça, en fait. Déjà, le fait que vous c'est arrivez, que vous mettez souvent un avec stand, c'est l'UEJF nous permet de faire ça de manière plus facilement étant donné qu'ils sont implantés, dans les universités. Et après voilà, donc il y a ces stands-là où on arrive à faire ça et et après sinon c'est des conférences et là dans ces cas-là, c'est un peu plus, ordonné, c'est plus, des questions-réponses. Mais c'est, les 2 types. Majoritairement, quand même très majoritairement, c'est des stands. Là, il faut dire qu'avec la situation actuelle, malheureusement, dans la prochaine délégation qui aura lieu, là en avril, juste avant Pessah, malheureusement, ça devrait être plus des conférences parce que les stands deviennent, en vrai plus problématique et on risque de se ouais. faire plus, prendre à C'est un part peu au plus final on s'en dangereux, fout qui va quoi, ouais. prendre à part, mais dangereux je sais pas, mais prendre à part d'une manière que on ne pourra parler qu'avec des extrémistes qui viendront manifester et pas au final avec ceux avec qui on peut parler, qui sont les gens, Ouais. plus nuancés. Donc si c'est pour Le parler discours qu'avec des devient extrémistes, fertile, quoi, ouais. voilà, si on vient parler avec des gars du NPA, qui ont, qui sont des gens radicalisés, ça n'a pas de grand intérêt. Donc là-dessus, les conférences nous permettent de toucher plus de gens, tout simplement. Ouais. Bah, je trouve que c'est bien, c'est intéressant de voir ça parce que je suis sûr que, même des membres de la communauté Diploact pensent que voilà, Diploact, c'est, mettre, des posts, de temps en temps sur Instagram. Je trouve que c'est important aussi de montrer que voilà, qu'il y a quand même, des actions qui sont menées, hors internet, et voilà et que ça continue à le faire. On va dire, Raphaël, tu es en France en ce moment, tu mènes ces actions-là. C'est quoi les prochaines, grosses délégations là, mis à part en octobre, un peu dans le sud, dans la France et il y a quoi de prévu là? Alors, il y a un autre gros projet là qu'on est en train de faire, c'est les séminaires. Les séminaires, c'est quoi? C'est en gros, comme j'ai dit au début, on fait des formations en Israël pour ceux qui viennent, qui est sur 1 an, mais qui est une fois par semaine, 2 semaines. Le but, ce serait de faire une formation similaire à Paris, en condensé en 3 jours. 3 jours où on passe tous les sujets, l'histoire du sionisme, les sujets difficiles, après comment passer à l'action, vu que le but, ce n'est pas juste d'apprendre, enfin, c'est bien d'apprendre, hein, je conseille à tout le monde de s'y intéresser, mais le but, c'est de l'utiliser pour faire des actions. Et du coup, on veut faire des séminaires pour ceux qui seraient intéressés, pour des petits groupes de 25 jeunes. Donc ça devrait être fin mai, c'est du 27 au 29. On va bientôt commencer les publications et la pub pour cela. Euh, mais voilà, et le but, c'est de former des gens, d'approfondir le sujet pour que aussi, eux, après, puissent aller être plus militants, ne pas avoir peur d'aller au front et de débattre avec ceux qui peuvent être en face de nous. Parce qu'encore une fois, malgré tout, il faut vraiment, c'est très important de le redire, la facilité qu'on a par rapport à des pro-palestiniens et surtout les groupes, extrémistes pro-palestiniens, c'est que nous, on se base sur des réalités. Donc dans les débats, dès le moment où on parle, bah, des faits historiques, ça facilite, immédiatement le débat, alors que quand c'est face à des préjugés très rapides, c'est facile à déconstruire. Donc voilà et donc le but, c'est de former des jeunes qui veulent être militants, qui veulent amener défendre Israël, défendre sa légitimité, de se former et ça, on va commencer déjà, dès fin mai. Voilà et en plus, on fera en plus d'autres conférences qui seront en ligne aussi pour ceux qui seraient, intéressés. Génial.
Tout se passe sur le compte Instagram, c'est ça? On verra toutes les informations arriver sur le compte Instagram. Alors, il y aura toutes les infos sur le compte Instagram, mais Oui, tout ne se oui, bien passera pas sûr. sur le compte Oui, Instagram. oui, bien sûr. Le Ouais. séminaire, on le fera pas sur Insta, mais oui, tout Oui, sera oui, évidemment diffusé, sur les réseaux pour ceux qui pourraient être intéressés, à nous rejoindre à n'importe quel projet, à nous rencontrer à n'importe quelle manière aussi, de casser, on va dire, la barrière, des réseaux tout à fait. Tout qui à Ouais. fait fait, ouais. qu'on se rencontre moins. Ouais. Raphaël, comment la guerre, bon, on peut pas ne pas parler quand même du 7 octobre qui nous a un peu tous surpris. Ouais, notre vie, elle a vraiment changé depuis, bah, pour ceux qui habitent en Israël surtout, et j'imagine aussi les gens en France. Euh, Comment est-ce qu'elle a impacté Diploat, que ce soit en interne, en termes d'organisation? Voilà, tu nous as dit, vous êtes, enfin, vous avez grandi un peu avec les bénévoles. D'ailleurs, si tu veux nous dire un peu comment est-ce que vous divisez les tâches entre toi, Laura, enfin toute votre team, et comment est-ce que concrètement ça a impacté, que ce soit sur les réseaux, je sais pas, les messages que vous avez reçus, ce changement, comment est-ce que vous l'avez ressenti chez vous? Je sais que vous avez un peu tous été éparpillés à l'armée, mais Alors, ouais, c'est 2 questions qui, au final, sont très différentes, donc je vais essayer de répondre aux 2, ouais. Mmh. à chacun son tour. Mais du coup, là, le 7 octobre, évidemment, a changé beaucoup de choses. Il a malheureusement montré la nécessité de ce qu'on fait. Il y a certains moments, je peux dire, quand on a créé l'association ou quand on y allait, qu'on nous disait: «Oui, mais bon, en vrai, ça change pas grand-chose. En vrai, on n'est pas encore à ce moment-là. En vrai, tout va bien. En vrai, on y arrive» et cetera. Et le 7 octobre et aussi les réactions qu'on a pu avoir en France, encore une fois, hein, le fait que, bah, Sciences Po, ce qui s'est passé il y a quelques jours, des agressions à Strasbourg, heu, plein de choses qui se sont passées dans les campus ont montré qu'il y avait besoin d'action. Donc ça a fait que, on a été beaucoup plus demandés. On nous a demandé beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'être beaucoup plus présents que ce qu'on était, jusqu'à maintenant. Donc nous, ça nous demande aussi d'augmenter nos actions et de travailler encore plus. Donc voilà, le changement, on va dire, c'est que ça a changé l'ampleur. C'est quelque chose qu'on connaissait, on fait toujours de la même manière et les mêmes choses parce que au final, la réalité, elle, tristement, reste le même. On est toujours les ennemis. Le fait que le Hamas voulait nous détruire, il voulait nous détruire le 6 octobre comme le 7. C'est juste que les gens peut-être l'entendaient moins le 6 octobre. Et le fait que, des groupes allaient et parlaient, du fait qu'ils voulaient, enlever, totalement les sionistes et que les juifs pouvaient avoir des problématiques dans les campus, pareil, on l'entendait le 6 octobre. C'est juste que le 7, leur voix était plus entendue et a trouvé un écho, horrible. Mais du coup, au final, le combat reste le même, juste son ampleur change. Pour ce qui est alors donc ça, c'est pour, la guerre et le 7 octobre. Pour un sujet du coup qui est totalement à part sur la manière dont on divise, le travail, alors encore une fois, comme, on est, pour l'instant tous bénévoles. Ça fait il y a, on va dire, des titres un peu, qu'on s'est donnés pour, ordonner ça, on va dire. Donc il y a Laura Benamou qui est sur les réseaux, qui est celle qui dirige majoritairement ce qui se passe sur les réseaux. Anaël qui, s'occupe beaucoup de ce qui se passe avec la, communauté juive et qui dirige ce qui se passe avec toute la communauté juive et nos actions avec eux. Isaac qui est beaucoup qui nous permet de financer, au final ces actions parce que, bah, ça coûte de l'argent, il faut le trouver donc On va Isaac en qui parler est juste beaucoup après là-dessus. d'ailleurs, c'est un point important, ouais. Ouais et Dental, et moi, on est plus dans l'organisation de tout ça et il faut dire qu'en plus, il y a évidemment des bénévoles, qui nous aident beaucoup. Je pense à, Ariel, ouais, son de famille qui est partie, mais Ariel qui nous a beaucoup aidé à faire des montages et à faire des choses, pour les réseaux qui a été, incroyable, ouais, Esther, Yaïr, d'autres, enfin, il y a plein d'autres bénévoles qui sont avec nous tout le temps et encore une fois, en plus du groupe WhatsApp qui s'est créé de bénévoles qui, nous donnent des idées, nous donnent des endroits vers lesquels on peut aller, qui nous aident au final pas mal aussi à construire. Donc il y a des titres, on va dire général pour essayer de s'organiser, mais après en vrai, de temps en temps, chacun va aider l'autre comme il peut. C'est pas parce que, Isaac, par exemple, est responsable, du financement que je vais pas l'aider si je peux ou que Annelle ne va pas l'aider si elle peut. Parce qu'encore C'est une fois, un comme on est bénévole, ça dépend aussi du vrai temps de esprit de chacun. solidarité, c'est une famille, quoi. Oui. Voilà, et là-dessus, le 7 octobre aussi, a changé des choses effectivement. On est comme tout jeune Israélien, on en a beaucoup qui ont été, en Millouim, en réserve et du coup la disponibilité de chacun, peut changer très rapidement. Donc voilà, on peut, s'entraider pour, ceux qui ont moins de temps,
Voilà, pouvoir avoir quelqu'un qui les épaule au cas où, qui vient sous le comment on appelle ça? Le brancard Ouais. pour aider à pousser. Ce groupe WhatsApp, d'ailleurs, tout le monde peut le joindre ou c'est enfin, il y a un certain process pour Bah, oui, le oui, non, bien sûr. ouais, Tous ceux qui ça sont intéressés à voilà, nous aider à faire avoir ces un choses-là, ils impact, nous ouais. envoient un message sur Insta, Mmh. et voilà, après avec, grand plaisir. Nous, on est tous ceux qui peuvent et qui veulent aider, on est à fond. Ouais, super. Non, c'est bien de le savoir parce que sur votre page Instagram, c'est pas quelque chose que j'avais vu en tout cas qu'il y avait un groupe WhatsApp. Bah, c'est super en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais, on a Heu, d'ailleurs des gens dans en live Insta là, qui nous disent voilà, j'adore ce que vous faites. Si vous cherchez d'autres bénévoles pour vous aider, je suis partant. Voilà. Envoyez un message Instagram sur le compte de Diploact et puis vous aurez toutes les infos, en tout ouais, cas, pour on pouvoir aider. communiquera là-dessus aussi de Ouais. notre côté évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, Ouais, net. Et en tu as plus, venez parlé nous voir aussi, quand on est là. Effectivement, j'ai vu là, certains envoient des messages, c'est super, envoyez-nous un message Insta et aussi venez nous voir. On sera encore une fois du 14 au 19. On enverra aussi, nos dates. Il y aura normalement une grosse soirée en plus le 16 avril, où évidemment on publiera dessus. Venez nous voir, Génial. venez nous rencontrer et en plus, si vous avez n'importe des idées, des choses que vous voulez nous dire, on répond. Donc, envoyez-nous des messages et avec grand plaisir. Le message est passé. ah, c'est super. Comme tu nous as dit, tu nous as parlé de évidemment toute organisation, toute ONG a besoin, mais une entreprise aussi, tout le monde a besoin de fonds. Heu, comment ça se passe vraiment dans parce que nous, on a l'habitude avec notre podcast, voilà, bah, c'est surtout des grosses entreprises, voilà, il y a bon, il y a des investisseurs, ça va pas être des donateurs, c'est des investisseurs. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement pour une ONG? Et ouais, et est-ce que vous comment ça s'est passé? Vous avez levé des fonds? Ça c'est la première partie de la question. Maintenant, j'ai compris, je vais les diviser les questions. Ça, c'est la première partie et la deuxième partie, c'est comment ça se passe maintenant justement depuis 7 octobre? Est-ce qu'il y a plus de campagnes? Est-ce qu'il y a plus de gens qui donnent? Juste pour qu'on comprenne un peu la différence. Alors, oui, il y a une levée de fonds qui doit être faite pour pouvoir faire nos actions. Ça se divise en 2 types de donateurs. Il y a les personnes privées, on a eu certaines personnalités privées qui nous ont donné, qui nous ont permis de faire pas mal de choses. Heu, et j'ai envie d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui peut nous aider, chaque don nous aide, énormément, à faire nos actions et en plus, il y a aussi, les associations autres qui, eux, ont reçu, sont plus grosses que nous, ont plus d'argent que nous, qui nous aident. Pour certains, je pense notamment, très fort, au KKL et à Mizrahi, qui nous ont beaucoup aidés pour, pas mal de nos projets, jusqu'à maintenant et encore aujourd'hui. Donc vraiment, un grand merci à eux et c'est par le fait, voilà, d'avoir ces associations-là, ça peut aussi nous aider à avancer. Souvent, ça va être un peu moitié-moitié, entrée privée, même si là, pour partir à la deuxième partie, déjà de ta question, le 7 octobre, comme j'ai dit, c'est qu'on est plus demandé. Le fait d'être plus demandé, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de choses. Si on veut faire plus de choses, ça veut dire qu'il faut plus d'argent. Donc là, on a une levée de fonds qui est plus grande. En vrai, on a quintuplé, l'argent que ça nous coûte de faire, ce qu'on fait à l'année. Donc c'est quand même, une augmentation assez, énorme et du coup, là, on a de nouveaux, partenaires, de nouveaux collaborateurs. Hier, j'ai eu la chance d'être invité par exemple, le FSJU, le Fonds social, des Juifs unifiés, qui nous a invités, du coup, Diploact, à leur gala et qui a pour but de pareil, de nous aider. J'étais aussi, aujourd'hui avec, Lanoir, qui font des choses extrêmement bien. D'ailleurs, je vous conseille de regarder tout ce qu'ils font en général, sur l'identité juive, qui est très intéressant. Et du coup, pareil, qui nous aident, à pouvoir mettre en place tous ces projets-là. Donc voilà, c'est un mélange un peu des 2 et c'est à chaque fois, voilà, montrer ce qu'on fait, montrer ce qu'on sait faire, pour que les gens aient envie et là, on va dire une des grosses différences, entre avant 7 octobre et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que c'est plus clair la nécessité. Au début, il fallait aussi, démontrer pourquoi c'était important. Nous, on y croyait de tout notre cœur, c'était pas obligatoirement chez tout le monde, on a eu quelques rendez-vous, plus, difficiles et là, aujourd'hui, le gros changement que j'ai l'impression, c'est qu'au moins malheureusement, on va dire, il y a eu besoin de ce qui s'est passé pour ça, mais les gens le comprennent plus facilement, son importance. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'envie de toujours vouloir, là, tu voyages souvent, vous avez beaucoup de galas, beaucoup d'interactions avec des gens, vous essayez voilà, de chercher des dons, de l'aide, de tout le temps poster sur les réseaux sociaux. Vous travaillez énormément. C'est quoi cette envie, qui vous c'est vraiment l'envie de répandre la vérité, c'est quoi le motto un peu ou en tout cas ce qui vous donne cette énergie?
tout le monde serait difficile de répondre, je ne sais pas répondre à chaque En tout cas bénévole, pour toi. mais malgré tout, il y a, le fait qu'on y croit, que on ne le fait pas par volonté personnelle, on ne le fait pas par volonté, on le fait par, idéalisme. Au final, je sais que j'étais avec Isaac, je me souviens avoir eu cette discussion, et du coup partie de Diploac. Je crois que c'est la première ou la deuxième délégation, on dormait 2 heures ou 3 heures par nuit, on était crevés et je lui disais que j'avais plus de facilité à me lever le matin en dormant 3 heures par nuit que quand je vais en cours après 8 9 heures de sommeil pour juste parce que j'ai la niaque, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller, de parler, j'ai envie de voilà, de me battre, pour le rêve, sioniste. Encore une fois, Ouais. moi, je viens aussi d'une famille, au final, dans laquelle ça m'a toujours été inculqué, que ce soit du côté de ma mère ou, ma grand-mère était à la Viso, mon grand-père, était, je crois justement à la FLJU. Mon père a été dans tous les mouvements de jeunesse, Feuge a aussi été, activiste justement pour la défense d'Israël, en France et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours été inculqué comme quelque chose d'important et après voilà, ça donne la force dans les moments plus compliqués et il y en a, hein, honnêtement, il y a des moments où on a marre, il y a des moments où tu des trucs où le calme, on va dire que rester calme demande beaucoup d'énergie, mais du coup, quand on sait que voilà, il y a un but final, il y a une vision qui est plus large, bah, ça donne qui est au final, donc encore une fois, d'aider, Israël à exister, d'aider les Juifs à se défendre aussi en France parce que, Israël a une responsabilité, pour, combattre l'antisémitisme qu'il y a en France et qui peut venir aussi, à d'Is de comment Israël est perçu. Donc voilà, donc cette responsabilité et cet, idéalisme au final donne de la Ouais, force. bien sûr. Non, c'est génial, bravo, bravo vraiment pour ce que vous faites et pas mal de gens aussi sur Instagram en live qui vous disent bravo et qui vous remercient, pour tout ce que vous faites. Et alors les choses que vous le faites, mais en plus vous le faites bien avec, du contenu, qui est de qualité, topissime, sur les réseaux sociaux. Comment vous faites? C'est quoi votre secret pour créer, un contenu de qualité? C'est juste des très bons talents? C'est quoi? Alors déjà, oui, il y a Laura Benamou qu'il faut citer, qui est extraordinaire et qui fait un travail de folie, qui a toujours des bonnes idées, qui a toujours des et qui pousse beaucoup pour que ça ait lieu et après encore une fois, ça vient de encore une fois de la réalité de moments où on peut s'énerver, on voit, je sais pas, on voit un article, dans un média, français connu qui raconte n'importe quoi et on se dit: «Bon, bah, comment on y répond, d'une bonne manière?» Comment on arrive à démontrer que ce qui est dit Ouais, est déconnecté de la réalité, quoi. mais Et après on voit, c'est un vrai sujet, parce que c'est surtout, enfin, en tout cas, moi, je peux parler pour moi qui est aussi en Israël. Au début de la guerre, tous les médias français, moi je vais pas les citer, mais tous les médias français sur lesquels, les plus populaires, sur lesquels on suit toujours l'actualité, enfin, rien à voir avec Israël, hein, mais moi je pense que c'est les médias où un peu tout le monde est abonné dessus, où tu vois, ça veut dire que tu vis vraiment le truc en Israël en live, et tu vois qu'en fait le truc est dit d'une façon mais tellement différente à travers ces médias-là, en sachant qu'il y a des millions de personnes qui suivent. Après, d'un côté, tu peux te dire, c'est pas de leur faute en fait aux gens si, enfin c'est un peu la vérité, c'est ça qu'on leur montre en fait. Donc moi si je vais pas en Israël, ça se trouve j'aurais pu sûrement croire vu que c'est un média que je suis tout le temps, tu vois. Donc mmh, c'est ouais, c'est il y a une glace vraiment à briser en fait. non, C'est je suis d'accord, c'est très frustrant et en plus de temps en temps de raconter, n'importe quoi, il y a aussi des oublis et des oublis qui sont, très frustrants, parle pas, de qui est le Hamas ou de sa responsabilité, on parle pas de la responsabilité de l'Égypte avec ce qui se passe en ce moment à Gaza, on parle pas de la responsabilité de l'Iran, de ce qui se passe aujourd'hui en général en Israël, que ce soit les Houthis, que ce soit, le Hezbollah, que ce soit le Hamas. On oublie en fait toute une partie, on met une très grande loupe sur Israël, on scrute chaque détail qu'Israël fait en plus de temps en temps en racontant, des choses qui sont, inexactes et sans vérifier vraiment les informations. Mais en plus, ce scrutage n'est de qu'un côté, donc de temps en temps, ça donne envie justement de rappeler, bah, regardez l'autre côté aussi, regardez les 2. C'est quelque chose nous qui nous est important à Diploac, c'est pas que de parler, d'Israël et de pas être, aussi que sur la défensive, de montrer de temps en temps, mais
Israël, elle est en guerre parce qu'elle s'est fait attaquer. Israël était très bien le 6 octobre. Il avait les gens qui allaient faire une fête, ils allaient faire une fête et c'est tout. Ils n'avaient pas envie d'autre chose. Et de rappeler que c'est de là que ça commence, rappeler que Israël, quand il a été créé, a acheté des terrains de manière légale, avec les autorisations des locaux et a toujours accepté tous les accords de paix et tous les plans de partage, qu'il y avait à l'époque et à chaque fois été refusés avec des noms répétés et des choses comme ça et de voilà, de montrer qu'il y a 2 côtés, que ce soit dans l'histoire moderne, dans l'histoire ancienne d'Israël, que ce soit dans la guerre actuelle, que ce soit dans la précédente et malheureusement, enfin j'espère pas, mais il y a de grandes chances aussi dans la prochaine guerre où il y a à chaque fois une vision. On regarde ce qu'Israël fait et on le montre mal et en plus on évite de parler du reste et par exemple, j'ai pas vu beaucoup d'articles sur, l'utilisation des boucliers humains, par le Hamas. Bien sûr, ouais. Ce qui quand même, pour moi, devrait être une partie intégrante d'un journalisme, qui parle de la guerre en ce moment à Gaza. Alors, en parlant de journalisme justement et les infos que vous relayez, comment est-ce que vous trouvez vos sources? Comment est-ce que vous validez qu'elles sont fiables? Comment est-ce que parce que, il faut, c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des articles, vous devez en voir passer, des centaines, voire des milliers de fake news, par jour, ça doit vous rendre fou. Comment est-ce que vous permettez de transmettre des informations en assurant 100 fact? Il y a pas de doute, quoi? Alors, il y a un gros travail de fond, un gros travail de recherche avant de faire, les choses et je dirais qu'il y a 2 choses qui nous aident beaucoup. La première chose qui nous aide beaucoup, c'est, le fait que beaucoup de fois, étant donné qu'on est en Israël et qu'on peut avoir aussi des médias israéliens ou des choses dans le genre, on peut savoir, en fait, avoir une idée de quelque chose, d'un début de sujet et après on va chercher plus facilement, la donnée. Je prends un exemple, on savait que l'Iran finançait le Hamas. Bon, ça c'est quelque chose que nous on sait en tant que personne qui s'intéresse au sujet et cetera et cetera. Mais après il faut trouver la source. Mais une fois qu'on sait ça, on n'a plus qu'à travailler à écrire sur Google, le Hamas est financé par l'Iran, chercher, chercher jusqu'à trouver une source qui est de qualité. Donc là, par exemple, ce sujet-là, il y a Forbes qui a fait un travail net, précis. Forbes est quand même assez reconnu internationalement, qui précise combien l'Iran donne au Hamas et comment. Bon, voilà. Mais si on n'avait pas le fait de départ de savoir qu'il y a ces choses-là, ça rend la chose plus difficile. Mais étant donné qu'on a une idée de départ, ça nous aide. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi de temps en temps, on reprend des choses, en anglais, ou voire on est en collaboration de temps en temps avec, d'autres personnes et ça nous permet de recevoir ça ou même par la famille ou par des gens qui nous envoient, c'est intéressant, ou les bénévoles dont j'ai parlé dans le chat, WhatsApp qu'on a avec eux, dans le groupe qui nous envoient: «Regardez, là, il y a telle chose, il y a tel machin, est-ce qu'on peut essayer de voir?» et après de là, on avance. Vous publiez aussi du contenu assez sensible. Ben, après ce qui s'est passé, on n'arrête pas de voir, même sur Instagram, à chaque fois, on a cette option de décider justement si on a envie d'accéder à ce contenu assez sensible. Comment est-ce que ça se passe concrètement avec Instagram? Parce que je sais qu'Instagram, ils veulent pas pousser ces genres de contenus. Comment est-ce que ça se passe en backstage? Est-ce qu'ils vous font la mort? Enfin, comment est-ce que ça se passe concrètement avec eux? Bah, déjà, on s'est fait fermer la page une fois, Ouais, je le rappelle parce qu'en plus, on va dire que le mauvais côté de la pièce d'avoir un certain public, c'est qu'on a aussi un public, de pro-palestiniens qui viennent nous attaquer exprès, donc on se fait signaler pas mal de posts. En vrai, presque tous nos posts. Ouais. Du coup, après, ça a été effectivement une longue discussion avec Meta pour essayer de leur, voilà, leur expliquer que notre contenu n'a pas d'incitation, à la haine, ne dépasse aucune des règles, de Meta et juste informative. Alors informative encore une fois, subjective, qui amène un avis sioniste, qui a un avis, mais ça c'est dans les droits, des réseaux sociaux et de Meta. Et du coup, maintenant on va dire qu'ils nous connaissent un peu mieux après nous avoir fermé la page et on espère que ça va, permettre, d'éviter de problème. Mais c'est effectivement à chaque fois, c'est quelque chose auquel il faut faire gaffe, quoi. Vous avez une page de secours d'ailleurs sur Instagram. Je pense que c'est Ouais, important de le dire, au cas où ça capote, vous avez toujours une page de secours donc c'est ça, au il y a moins il n'y a Diplo pas Act en français Diplo Act en qui est français. là au cas où on se refasse fermer la page, mais qu'on n'arrive pas à la rouvrir. Au moins, ouais, c'est ça, au moins il y aura pas de galère si on vous referme votre compte. OK, donc Raphaël, juste on va pas tarder là à finir. Donc si on a bien compris, pour vous aider, Ouais, première option, c'est on peut vous faire des dons, ce qui serait bien, Ouais, ce serait sans refus. sur le site de Diplo toujours. Act directement?
On vous contacte, comment ça se Non, passe? alors il y a 2 choses. Ou si vous êtes en France, via la fondation France-Israël avec qui on est partenaire, vous pouvez faire des dons et vous recevrez directement un CERFA. Et nous, on recevra du coup votre don. Donc c'est une première possibilité. Si vous êtes en Israël ou sur le site de Diploact, ou envoyez-nous un message et on essaie de voir comment on peut faire. Si vous n'arrivez pas, s'il y a des difficultés. Donc encore une fois, on répond. Donc vous voulez nous aider d'une quelconque manière, parlez-nous, on est là. Parfait. Voilà. Et Et après, l'autre option, c'est malgré tout, il faut dire partager nos contenus. Venez nous voir, venez aux événements et partagez, parlez-en autour de vous. Plus Diploact est connu, plus Diploact a de l'audience et plus c'est facile après bah aussi d'aller et de convaincre des gens, voilà, de travailler avec nous, d'arriver à lever plus de fonds. Donc, Et c'est les le deux et le principaux. groupe WhatsApp aussi, Et le pour groupe ceux WhatsApp, qui sont en évidemment, si vous Israël, voulez le être groupe actif. WhatsApp. Ouais. Mais ça en général d'ailleurs, hein, pas qu'avec Diploact. Vraiment, comment dire, je soutiens tout le monde à aller et à essayer de voir comment on peut être actif et militer. En ce moment, il y a plein de choses à faire. J'ai rencontré aujourd'hui Samuel Atlan du collectif 7 octobre, qui est extraordinaire et qui ont fait des choses extraordinaires, vraiment, ce collectif. Il y a plein de manières d'aller et d'agir avec nous, évidemment, avec d'autres personnes, que ce soit en France ou en Israël. Allez, sortez, faites, il y a de quoi faire. Ne vous inquiétez pas de quoi faire. Et si vous savez pas quoi faire, envoyez-nous un message, on vous trouvera. Voilà, je pense que c'est très important de prendre ce qu'il y a sur les réseaux, mais aussi de le, de le rendre réalité, on va dire. magnifique, magnifique, génial. En tout cas, voilà, merci infiniment, Raphaël, Pour tout déjà ce que pour vous ce que faites, vous faites. vous et toute l'équipe surtout, parce que franchement, c'est pas un travail facile et voilà, en fait, j'ai l'impression que enfin, en tout cas, tout mon entourage commence vraiment à connaître cette page et franchement, le contenu, on le dira, bon, nous, on connaît Laura, donc on lui dira en direct. Sur Instagram, le contenu est hyper bien travaillé, hyper bien fait. Donc, vraiment, bravo, 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 bravo à vous. Ouais. bravo, bravo. Là, merci et merci aussi à vous voilà, de laisser cette opportunité-là Bah, de faire ce podcast. on a essayé d'aider en tout cas, ouais. Bah, ça aide beaucoup, donc merci beaucoup. Et effectivement, personnellement, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde qui travaille avec nous. Et effectivement, spécialement, il faut dire à Laura, à Isaac, à Edental, à Naël, qui font un travail au quotidien, bénévolement, quand ils ont le temps, quand ils n'ont pas le temps aussi. Ouais, bien Donc, sûr. c'est vraiment, ouais, un grand merci à eux. Vraiment. Bah, en tout cas, merci. Voilà, je pense que c'est sur ces belles paroles et sur ces beaux messages que va s'arrêter, va se finir ce bel épisode. Merci au Podcaston aussi, voilà, l'association qui nous a permis de nous mettre en relation avec Diploact et de mettre en avant. N'hésitez pas à visiter aussi leur site internet podcaston.org. Ils ont même mis un petit lien pour que vous puissiez aller faire un don avec Diploact directement. Donc voilà, donc en allant sur le site, vous tapez La Voix de l'entrepreneur qui est notre podcast et vous tombez sur Diploact pour faire un don rapidement. Donc merci, merci à eux. Et puis merci à Diploact. Voilà, Raphaël, je ne sais pas si tu as un petit dernier, un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais transmettre. Ah, bah, encore une fois, merci de nous avoir invités et laissé cette opportunité-là. Je dois dire que c'est la première fois qu'on fait un live et que ça fait très plaisir de voir qu'il y a toujours eu des gens qui nous ont suivis, qu'on a reçu des messages au milieu. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont autant là. Donc, merci de nous donner cette force, voilà, de continuer et de nous suivre toujours autant. Donc, un grand merci aussi Exactement. à tous ceux qui nous suivent. Merci, merci à tous, merci infiniment. Voilà, on se retrouve, n'hésitez pas, diploact.france sur Instagram et La Voix de l'entrepreneur aussi sur Instagram. Et puis voilà, nous on se retrouve très prochainement. Comme Raph l'a dit, si ça vous plaît, l'entrepreneuriat, on passe d'entrepreneuriat, mais on parle de plein d'autres choses aussi, hein, vous l'avez vu avec Diploact. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur tous les réseaux. On vous remercie infiniment à tous, à la communauté de Diploact également, au podcaston, merci. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Salut à tous.